Bonjour à tous, donc on va attendre encore, 1 minute ou 2 et puis, on va démarrer. En attendant, n'hésitez pas à interagir, dans le chat, si pour nous dire, par exemple, si vous nous entendez correctement et puis, si vous voulez poser des questions en cours de route, vous pouvez aussi interagir directement dans le chat et puis on essaiera d'y répondre, soit en live si ça nécessite vraiment, des explications complémentaires ou alors, à la fin tout simplement. On essaiera de répondre à toutes les questions. Parfait. Bonjour, parfait. Allez, on va démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est axé donc sur, l'avenir du mobile, en 2024. Nous sommes très heureux d'animer ce webinaire, comme chaque année, en collaboration entre Calliope et InsideApp. Cette année a été, très riche en nouveautés dans le domaine du mobile et nous sommes donc, ravis de pouvoir partager tout cela avec vous. Je vais maintenant laisser la main à Vincent pour qu'il se présente. Bonjour à tous, donc Vincent Frataroli. Alors j'interviens dans l'univers du mobile depuis une vingtaine d'années, avant que les applications existent chez SFR. Puis j'ai créé Backit dans les années 2006 et plus récemment InsideApp avec Gilles Grousset en 2019. InsideApp, c'est une société aujourd'hui de 19 personnes qui est vraiment spécialisée dans la technologie mobile. Donc on intervient sur 2 types, d'activités, du conseil, technologique, donc aider nos clients à faire des bons choix techniques, des choix d'architecture, améliorer la qualité de service de leurs applications avec des audits. Et puis on intervient également en développement, donc soit en mode, on va dire externalisé, où on réalise, une application pour, nos clients en mode clé en main, ou en co-développement entre nos clients et nos développeurs, donc et ce pour tout type de projet, tout type d'acteurs. Vous voyez, on va de la start-up à la très grande entreprise. Merci Vincent. Donc, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Pierre Moiti, je travaille dans le numérique depuis plus de 20 ans. Je suis le référent technique mobile chez Calliope. Je m'intéresse aussi à tout ce qui touche, aux nouvelles technologies, comme, l'IoT, l'IA bien sûr, mais aussi, la sécurité, la tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui a trait à l'optimisation des performances en général et bien sûr, j'aime faire interagir tout ça ensemble. Alors, je vais rapidement vous présenter Calliope. Donc, chez Calliope, nous sommes une équipe de 150 passionnés répartis en France, mais aussi en Pologne. Nous travaillons de façon horizontale dans différents domaines tels que l'e-commerce, le cloud, l'IA, la data, l'expérience utilisateur et bien évidemment le mobile. Donc, concernant le mobile, on utilise essentiellement les technologies multiplateformes, telles que du Flutter ou du React Native, sans pour autant exclure le développement natif qu'on peut faire justement en proximité avec InsideApp, par exemple. Notre but, c'est d'accompagner le client de bout en bout, du conseil au design, en passant par la phase de développement jusqu'au déploiement. Et nous sommes en constante évolution, que ce soit sur les méthodologies ou sur les technologies, pour pouvoir fournir les solutions optimales qui répondent du mieux possible aux besoins du client final. On a pas mal de clients de tout horizon, qui travaillent dans tous les domaines et dont des clients grands comptes qui nous font confiance et avec lesquels on est ravis de travailler. Voilà, donc au sommaire de ce webinaire, on voulait revoir avec vous les évolutions. Ah, on n'arrête pas de faire des retours. Vas-y. Désolé. Voilà, c'est moi qui prends la main. Donc tout d'abord, parler des évolutions de l'écosystème. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, notamment d'un point de vue réglementaire sur le marché. Donc c'était important de faire un focus dessus. Évidemment, parler des évolutions technologiques et des nouveaux usages.
avec un focus particulier sur l'IA. Et puis en fin de webinaire, on proposera des pistes pour répondre au mieux à ces enjeux et on répondra également naturellement à vos questions. Donc, on a un écosystème qui est vraiment en pleine mutation. Je pense qu'on peut parler de tournant historique. Et la principale cause, c'est la régulation européenne et donc notamment le Digital Marketing Act qui vise à amener plus de concurrence et plus de choix aux consommateurs européens en ce qui concerne les services numériques. Le mobile est concerné puisqu'on a finalement un duopole de fait sur le marché du mobile entre Apple et Google. Et donc, le régulateur européen a désigné un certain nombre de plateformes ou de services comme étant, on va dire, dominants et donc qui sont aujourd'hui régulés. Donc, ça concerne iOS et Android, les magasins d'applications Google Play et l'App Store, et puis les navigateurs Chrome et Safari. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, éditeurs, et pour les consommateurs? Ça veut dire en quelque sorte la fin d'un monopole de facto d'Apple sur le marché des applications iPhone. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, vous pourrez télécharger ou distribuer vos applications sur d'autres magasins que l'App Store. Donc l'App Store va perdre son monopole. Vous pourrez avoir d'autres solutions pour télécharger les applications. Vous pourrez également faire télécharger votre application directement depuis votre site web. Vous n'êtes plus obligé de passer par un magasin d'applications pour faire télécharger vos applications. Pour les acteurs qui ont des business model premium, vous pourrez utiliser des moyens d'achat in-app alternatifs à ceux d'Apple. Pour les acteurs bancaires, vous pourrez également accéder au paiement NFC sans passer par Apple Pay, etc., etc. Donc, on voit que c'est un grand chambardement. Donc, principalement, encore une fois, pour Apple, puisque l'écosystème Android permettait plus ou moins de faire déjà ces choses-là. Mais ça veut dire que pour tous les acteurs qui ont des business models premium, notamment, on peut avoir des nouvelles opportunités. Donc, c'est un changement assez majeur. Pour l'instant, il y a encore assez peu d'acteurs, parce que c'est assez récent, c'est depuis début mars que ces choses sont applicables. Encore une fois, en Europe uniquement. Dans le reste du monde, les règles d'Apple restent inchangées. Mais donc, c'est quelque chose qui va probablement se développer dans les mois et années à venir, et donc peut-être à surveiller en fonction de vos business models. L'autre élément important de la régulation, c'est le Digital Service Act, donc toujours la régulation européenne, qui va un petit peu plus loin que le RGPD, qui milite pour une politique vraiment de protection des consommateurs, à la fois sur des services illégaux, mais également sur la protection de la vie personnelle et les confidentialités des données. Donc, ce qui veut dire de plus en plus de démarches dites privacy first. Donc, typiquement, l'impact pour les applications, si vous avez dans vos applications mobiles des SDK, des services tiers comme des analytics, de la publicité ou des solutions marketing, souvent ces acteurs tiers ont tendance à capter un peu plus d'informations que ce que vous ne croyez. Et donc, aujourd'hui, il va falloir être très, très clair sur les données qui sont récoltées par vos applications, mais aussi par les services tiers que vous utilisez, de manière à avoir quelque chose de très clair et explicite vis-à-vis de vos consommateurs. Donc, voilà, encore une fois, la régulation se renforce, on renforce les consommateurs, et donc ça va devoir impliquer plus de clarté dans l'utilisation des données que vous récoltez dans vos applications, y compris les données des tiers. Donc ça, ce sont les changements réglementaires. On voit aussi d'autres changements plus concurrentiels avec quelque chose qui n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années dans notre écosystème, qui est l'arrivée de nouveaux OS. Au début des années 2010, on avait une dizaine d'OS. Chaque acteur majeur, les Samsung, les Nokia, les Microsoft, voulait avoir son OS pour évidemment avoir une certaine souveraineté sur cet univers mobile. Ils ont tous disparu les uns après les autres pour ne garder qu'iOS et Android. Et finalement, HarmonyOS, qui est l'OS de Huawei, lui a une existence
particulière puisque c'est né, on va dire, de conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Donc, Huawei n'avait plus le droit d'utiliser Android, donc a développé son propre OS. Et puis, on voit apparaître un nouvel OS pour Amazon Fire TV. Donc, ce sont des petits sticks que vous pouvez utiliser connectés à vos télévisions pour accéder à une sorte d'Apple TV, on va dire, simplifiée. Amazon utilisait auparavant Android, et puis pour des raisons probablement économiques, puisque Android nécessite des redevances, ils ont développé leur propre OS. Donc, on peut se demander si on va retrouver cette guerre des OS, avec quand même un élément particulier, c'est plus il y a d'OS et plus il faut développer énormément d'applications. Et là, Amazon a trouvé une parade assez intéressante, qui est de proposer aux éditeurs qui développent déjà des applications dites cross-platform avec React Native d'utiliser ce langage-là. Donc, si vous avez une application React Native, elle marchera a priori à peu près. Il y aura peut-être quelques ajustements sur l'OS d'Amazon. Donc voilà pour les évolutions du marché, et je vais passer la main à Pierre pour les évolutions technologiques. Parfait, merci Vincent. Donc on passe effectivement sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Hop. Ok. Donc évidemment, il est impossible de passer à côté du nouveau casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro. Donc pour le coup, Apple a mis le paquet sur le matériel, notamment avec des capteurs et la qualité de restitution des écrans, ce qui permet une expérience immersive très impressionnante, au détriment d'un prix de 3 500 voire 4 000 euros. Bon, bien entendu, on notera quelques petits défauts de jeunesse, tels que son poids, son autonomie de 2 heures, ou encore la saisie de texte qui n'est pour l'instant pas très optimisée. Cependant, Apple promet que la prochaine mouture rendra l'expérience bien plus confortable et permettra donc d'effacer ces petits défauts. Concernant son usage, Apple propose Vision OS, c'est le premier système d'exploitation spatiale, je les cite, permettant d'intégrer du contenu numérique dans le monde réel. Donc ça permet une expérience immersive en interagissant de la même façon que dans le monde réel, c'est-à-dire avec nos yeux, nos mains et puis notre voix. Bon, on va peut-être pas toucher avec nos yeux, mais en tout cas, on peut interagir comme ça. Donc, Apple propose aussi des nouvelles expériences telles que la prise de photos en 3 dimensions ou encore une expérience vidéo encore plus saisissante qu'une séance de cinéma, par exemple. Apple pourra compter sur les éditeurs, comme à son habitude, pour venir étoffer le nombre d'applications et puis maximiser les usages. C'est le cas, par exemple, de Decathlon, qui propose une expérience d'achat assez amusante. Donc, les produits sont visualisables en 3 dimensions dans votre environnement. Donc, si vous êtes chez vous, vous voyez ça directement chez vous. Et donc, il n'y a plus besoin de sortir son mètre, par exemple, s'il y a un tapis de souris, pour savoir si un tapis de souris pourra s'intégrer harmonieusement dans votre bureau. Et puis, s'il y aura la place nécessaire, quoi. Il n'y aura plus qu'à convaincre votre femme, peut-être. Voilà. Bon, si vous êtes encore sceptique, souvenez-vous de l'Apple Watch, qui, à sa sortie, était axé autour de la personnalisation de la montre. Et finalement, au fil des versions, la montre s'est étoffée en capteur et en connectivité, laissant aujourd'hui place à un véritable outil de suivi, de suivi santé notamment, qui est très convaincant et qui est plutôt abordable. Pensez aussi que côté Apple, ils ont complètement changé en fait notre vision des smartphones, au point de mettre les Nokia et les BlackBerry à la retraite. Bon, un peu aidé par Android aussi à cette époque. Mais en tout cas, le secret réside dans un système d'exploitation qui est en constante évolution et qui vient littéralement bouleverser nos usages en termes de gestuelle, par exemple, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'automobile avec le CarPlay. Apple a mis l'accent sur l'intégration entre les produits de l'écosystème Apple qui disposent de nombreux services. Donc, End-of, par exemple, pour commencer une tâche sur un produit Apple et le terminer sur une autre. On a aussi le service iCloud pour le stockage des données. On va avoir aussi AirDrop et Universal Clipboard pour un partage de données entre les devices. Et puis, toujours un système d'exploitation qui est au cœur de tous les produits, au point de pouvoir faire tourner des applications iOS sur les Mac. Bref, au final, visionOS pourrait se retrouver au centre de cet écosystème afin de bouleverser encore une fois nos usages du quotidien. Alors, autre sujet intéressant avec Android 15 qui va proposer un mode desktop. Donc au final, ces dernières années, les ventes d'ordinateurs, elles ont considérablement chuté et aujourd'hui, il y a bien plus de téléphones mobiles dans les foyers que d'ordinateurs. Par ailleurs, le téléphone mobile a remplacé de nombreuses machines. Je pense à la calculatrice, les appareils photo compacts, les lecteurs MP3, les GPS autonomes aussi.
Et les téléphones proposent aussi de plus en plus de services. On a l'assistant santé, on a les réseaux sociaux, et puis il y a le Pax vaccinal qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, le mode desktop d'Android, il existait déjà depuis Android 10, donc il y a à peu près 5 ans, mais il était réservé uniquement aux développeurs pour réaliser du débogage. Demain, avec Android 15, il suffira de brancher son téléphone à sa télévision, d'y mettre un clavier et une souris, et on aura un mini-ordinateur. Donc pour améliorer l'expérience utilisateur, le mode multi-fenêtre a été revu, et on a même du coup une fonction side-by-side, comme sous Windows, pour profiter de 2 applications en simultané, chaque fenêtre étant donc côte à côte. Ah, j'ai double-cliqué. Je ne sais pas si on voit toujours, oui, je pense que oui. Mais on voit, oui. Parfait. Donc, bon, un peu de patience, on va pas tarder à parler d'intelligence artificielle plutôt autour du mobile, mais il faut quand même faire un petit crochet en fait sur tous ces objets qui essaient de se substituer au smartphone et dont la mort est promise pour dans 10 ans. Donc, d'abord, on a l'iPin. Donc, c'est un petit objet qui s'accroche au torse comme un pin finalement, qui coûte quand même $700 hors abonnement. Donc, le principe, c'est qu'on interagit avec lui en lui parlant. Il est capable, par exemple, de traduire une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous. Il n'y a pas d'écran, puisqu'en fait, on projette une interface minimaliste directement dans le creux de sa main. Donc, on peut aussi interagir à l'aide de petites gestuelles pour répondre, par exemple, à un appel téléphonique ou alors pour changer de musique, par exemple. Ensuite, on a le Rabbit Terrain, qui a une approche qui est totalement différente. Donc ici, on va s'appuyer sur un nouveau concept de modèle d'intelligence artificielle, le LAM, ça veut dire Large Action Model. Donc le principe, c'est d'effectuer une première fois un processus pour que le Rabbit R1 l'apprenne. Par exemple, un achat en ligne sur votre site préféré. Et puis la prochaine fois qu'on va lui demander de refaire cette même action, il sera en mesure de se débrouiller pour reproduire le même processus. Et ça, même si la page web a un peu changé. Par exemple, vous n'êtes pas connecté, vous vous connectez, etc. Enfin, il y a le T-Phone, donc ça reste un smartphone au final, mais il n'y a aucune application mobile. Donc on interagit avec lui par la voix, via le service brain.ai, ça de façon totalement transparente, et puis ça va ouvrir des onglets. C'est un peu une sorte d'assistant vocal finalement, de poche, comme un Google Assistant, un Alexa ou ce que vous voulez, mais par contre, c'est facilement transportable. Le problème de tous ces objets, c'est qu'au final, c'est pas toujours évident d'utiliser la voix en guise de contrôleur. Et du coup, souvent, on finit par sortir son téléphone de façon assez frustrée de ne pas avoir réussi à faire ce que l'objet est censé faire pour remplacer le téléphone, quoi. Par ailleurs, ça va à l'encontre de la stratégie des stores, qui consiste finalement à laisser chaque éditeur s'approprier de l'appareil pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible pour l'utilisateur par le biais d'une application que l'éditeur aurait imaginée. Donc au final, les IA généralistes, c'est pratique, mais ça risque de limiter peut-être un peu l'expérience utilisateur. Par contre, l'idée de l'automatisation du Rabbit Terrain, c'est sympa. Et du coup, c'est pas impossible qu'en fait, on retrouve ce type d'usage dans nos propres smartphones. Voilà, donc on va maintenant passer donc, à l'intelligence artificielle. Donc pour rappel, en 2017, les smartphones ont commencé à faire leur apparition grâce à Apple et son iPhone, puis Android à peine un an plus tard au final. Les stores publics ont vu leur apparition une année après, ce qui a permis finalement à chaque développeur de proposer leur propre service et d'être très créatif pour nous proposer de nouveaux usages. Du coup, c'est un tournant décisif côté mobile et finalement, on parlait d'une nouvelle ère pour les téléphones. Sur les dernières années, l'intelligence artificielle était assez timide. En fait, on ne se rendait même pas compte qu'on l'utilisait tous les jours. Que vous soyez en train d'utiliser votre scanner de code-barre, le QR code, la biométrie avec votre doigt et puis ensuite par le visage, les assistants vocaux, les filtres, les retouches photos et plein d'autres exemples. Et finalement, le Covid-19, ça a remis un peu l'IA sur le devant de la scène parce que le confinement, ça a poussé en fait à rendre nos outils distanciels bien plus ludiques et plus attrayants. Comme on était tous impossible de se voir tous ensemble, il fallait bien nous regrouper. Donc OpenAI, de son côté, lui, il a bien travaillé sur son modèle d'intelligence artificielle, au point que ChatGPT 3.5, ça a réveillé un énorme engouement autour de l'IA, et cet engouement est tellement important qu'on ne l'avait pas vu aussi important depuis les années 1950. Donc au final, ces dernières années, les smartphones sont devenus le prolongement de notre bras, au point qu'il y a de plus en plus d'applications mobiles qui proposent des services qui sont gonflés à l'intelligence artificielle. Et ces services profitent des téléphones pour accéder aux capteurs
Et en plus, ils interagissent avec les autres services du téléphone pour consommer un maximum de données personnelles, une fois que l'utilisateur a donné les autorisations nécessaires dont parlait Vincent tout à l'heure. Donc, puisque l'IA, elle s'appuie sur de la donnée, bah, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à nous pour une expérience personnalisée à son extrême. Après tout, qui aujourd'hui vous connaît mieux que votre propre téléphone, dans lequel vous y notez tous vos secrets, et comme cette barre chocolatée, par exemple, que j'ai mangée à 10h et dont ma femme n'entendra pas parler, mais que j'ai notée en fait à l'intérieur de mon application. Donc mon coach de santé virtuelle, lui, il va me faire la tête. Bon, au final, l'IA avance tellement vite que c'est fort probable que ce webinaire soit obsolète dès lors qu'il aura été terminé, avec tout ce qui sort, hein. Donc plutôt que de vous parler de tout ce qui est sorti, moi je vais plutôt faire un focus sur certains de ces sujets, puisqu'il faut bien garder à l'esprit que l'intelligence artificielle, c'est pas un simple effet de mode, c'est plutôt une révolution en fait, qui a déjà commencé à chambouler de nombreux usages. Et puis, bah, on peut dire que le mobile finalement est entré dans une nouvelle ère. Alors, donc, c'est Apple qui a donné le coup d'envoi de la première version réellement crédible des assistants virtuels en 2011 avec Siri. Par la suite, ces services n'ont jamais cessé de s'améliorer afin de mieux comprendre en fait nos demandes, de bien reconnaître nos voix et puis de fournir des réponses de plus en plus détaillées. Côté Samsung, bien que ce soit un très grand acteur dans le domaine du mobile, celui-ci a perdu pas moins de 10, je crois que c'est 13% même de part de marché en 2023. Et il a laissé sa place de numéro 1 à Apple, alors qu'au final, c'est une place qui avait été si difficilement acquise et puis jalousement conservée pendant 13 ans quand même. Mais au final, en grand compétiteur, bah, il profite aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour améliorer son assistant virtuel et puis étoffer son offre de service. Donc, grâce à sa nouvelle version de Galaxy AI, il est maintenant possible d'entourer quelque chose sur son écran, simplement à l'aide de son doigt ou avec le stylet. Et puis, ça va permettre de lancer en fait une recherche Google. Plus classique, mais pas inintéressant, bah, on a la retouche photo qui s'améliore constamment. Et puis, on va parler aussi de nouveaux services de traduction, dont un qui permet de retranscrire et de traduire en temps réel une conversation téléphonique, par exemple, ou encore un système de traduction aussi en temps réel pour casser la barrière de la langue. Donc, si vous en avez marre de lire des énormes pavés de texte que vous avez dans certains de vos emails, par exemple, bah, pas de panique, avec Galaxy AI, bah, c'est capable de tout résumer, tout ça de façon synthétique. Bon, du coup, je pense que je vais continuer d'envoyer à mes collègues des messages à rallonge, c'est pas grave, ils font le tri. Bon. Alors ensuite, au niveau des puces, donc finalement l'IA, bah, c'est du traitement de données. On fournit une donnée en entrée et on attend une donnée en retour. Donc aujourd'hui, bah, on peut lui donner du texte, une image, un document même, et en fait, on peut aussi lui donner un flux en temps réel. Par exemple, le flux vidéo de son appareil photo ou encore le flux audio de son micro. Le problème avec tout ça, c'est que le traitement de la donnée, c'est pas toujours effectué directement dans le téléphone, c'est plutôt envoyé vers un service cloud, parfois au bout du monde, pour analyser et traiter les données, afin que la réponse elle soit ensuite renvoyée dans le téléphone. Et tout ça, bah, ça traverse tout un réseau dont la connexion peut même parfois être instable. On peut basculer de la 5G à la 4G, etc., voire ne plus avoir de connexion. Du coup, ça produit des temps de latence qui sont plus ou moins importants et ça provoque généralement de la frustration au niveau de l'utilisateur. Donc imaginez qu'on soit capable d'interagir en temps réel, en local, donc c'est-à-dire directement dans son téléphone, sans rien envoyer sur un serveur. Bah, c'est exactement le rôle des puces NPU, donc ça veut dire Neuronal Process Unit. Donc elles s'intègrent de plus en plus souvent dans les téléphones, dans les périphériques embarqués, genre Raspberry et choses comme ça, ou dans toute autre machine. Bah, par exemple, dans les Mac, avec les puces M1, M2, M3, hein, il y en a dedans. Et donc, le but, c'est de donner du résultat en temps réel, car elles sont optimisées pour le traitement des tâches IA qui utilisent ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Bon, je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais en gros, c'est ce qui est utilisé pour le machine learning, le deep learning, entre autres. Et donc, lorsque ce type de téléphone sera démocratisé, bah, on va avoir accès à des usages encore plus poussés et en temps réel, parfois même sans nécessité de connexion Internet. Donc évidemment, certains usages sont déjà disponibles hein, avec nos processeurs réels, par exemple la reconnaissance faciale, mais avec une puce qui serait optimisée et qui est économe en énergie, on peut s'attendre à des traitements qui sont bien plus lourds, par exemple de la reconnaissance d'iris, toujours en live.
et puis qui économiseront la batterie. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, elle a souvent tendance à faire peur en termes de sécurité et de confidentialité. En fait, on ne sait jamais vraiment ce que les grands acteurs font de nos données, hein. Pendant combien de temps, elles sont conservées, si elles sont traitées à des fins plus ou moins discutables et puis finalement si leurs serveurs sont aussi sécurisés qu'ils le prétendent, quoi. Donc, le fait que les données restent dans le téléphone, bah, c'est une avancée majeure en termes de confidentialité et ne pas avoir besoin de transiter par internet pour arriver sur un service cloud, bah, c'est le meilleur moyen d'éviter les failles de sécurité ou les fuites de données. Allez, maintenant on va parler de la photographie. Est-ce que vous avez remarqué en fait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de faire des photos qui sont nettes, avec des beaux arrière-plans et puis une belle luminosité, même quand il fait moche et qu'on a l'impression que tout est plat? Bah, au final, l'IA, ça permet de détecter les objets et les visages pour gérer la mise au point à notre place. Ça, c'est assez pratique, on évite les photos floues. Et puis, c'est aussi capable de recadrer automatiquement nos photos. C'est capable d'améliorer la luminosité de façon localisée. Donc, c'est terminé l'époque où on faisait des photos avec des parties très sombres et puis des parties complètement cramées. C'est aussi capable, lorsque vous prenez une rafale de photos, de vous indiquer la meilleure, celle qu'il faut garder, celle où vous avez les yeux ouverts, par exemple, ou encore de vous permettre de changer la zone de mise au point après même que la photo a été prise. Et puis si vous vous sentez l'âme d'un artiste, bah, en fait, pas de problème. Il y a les outils d'édition qui vous permettent maintenant de déplacer carrément les éléments dans la photo, de changer le ciel, de supprimer les fils électriques ou les détails qui sont disgracieux, ou encore d'ajouter aussi bah, ce qui manque à votre scène pour la rendre encore plus captivante. Un oiseau, un truc, voilà. Et puis si la météo elle est pas au rendez-vous, bah, c'est pas grave en fait. Même si vous êtes au bout du monde, dans une destination paradisiaque, vous allez pas repousser votre voyage pour autant. Pas grave, avec l'IA, en fait, chaque pixel peut être retravaillé, quoi. Fini la pluie, place au soleil. Bon, évidemment, certains, vont me dire, en fait, qu'ils préfèrent les photos au naturel, sans savoir pour autant que leur téléphone, ils ont une petite tendance, à faire la moitié du boulot pour eux, à tout retoucher. Et si vous avez, par exemple, un Samsung, bah, essayez de désactiver, l'algorithme d'optimisation. Et vous serez surpris en fait de constater à quel point les algorithmes améliorent la qualité des capteurs. Il y a d'ailleurs une polémique en fait autour des photos de lune qui sont prises avec les Samsung et la firme coréenne, elle a dû s'expliquer en fait sur le fait que depuis Samsung S21, il y a un algorithme de reconnaissance de la lune qui permet d'optimiser la lune en fait pour rajouter les cratères par exemple. De son côté, Google avait conservé ses optimisations liées à l'intelligence artificielle dans tous les téléphones style Google Pixel. Et puis, ils ont fait un peu machine arrière. Ils ont finalement décidé d'intégrer tout ça dans les fonctionnalités de retouche directement dans le service qui s'appelle Google Album via la fonction Magic Editor. Donc, seules les fonctions de base sont disponibles sur l'abonnement gratuit de 15 Go. Mais toutes les fonctionnalités sont disponibles dès lors qu'on a un abonnement de 100 gigas ou plus, c'est-à-dire pour moins de 2 € par mois. OK. Et du coup, bah, l'IA, ça devrait aussi nous permettre d'apporter une expérience de plus en plus personnalisée. Donc du coup, bah, dans le film, Le Disjoncté, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Jim Carrey, il y a le câbleur là qui se plaint, il manque de la musique d'ambiance, dans la vraie vie. Bah, Spotify, a répondu en fait en partie à son besoin, puisque maintenant il suffit de remplir un simple prompt, par exemple en disant, «Je cours à la vitesse de la lumière» et puis Spotify va nous proposer une playlist dans ce genre, quoi. Donc c'est par ailleurs possible aussi de choisir des musiques par rapport à des lieux, des animaux ou des ambiances. Ça donne une nouvelle dimension, bien loin des recherches, de styles musicaux qu'on avait l'habitude de faire ou alors recherchés par chanteur ou par groupe. Bon, à noter que le service est uniquement disponible au Royaume-Uni et en Australie pour le moment. D'autre part, avec l'intelligence artificielle, bah, aujourd'hui, c'est suffisamment puissant pour nous permettre maintenant de détecter, si une activité sportive, elle doit se lancer, par exemple, parce qu'on est en train de faire son jogging ou tout simplement parce qu'on est en train de courir désespérément après son bus. Et enfin, il y a des sociétés qui se penchent sur les problématiques de notification d'intelligence. Le constat, c'est que pour le moment, seul le mode silencieux ou le mode ne pas déranger, ils existent. Et donc, on est un peu en mode tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser à basculer vers ce mode et si on oublie, bah, du coup, on a toutes les notifs. Pourtant, on pourrait imaginer que les notifications soient différées par le système d'exploitation parce qu'il pourrait accéder à notre agenda et que du coup, il sait que tous les lundis, par exemple, entre 18h et 19h, on a piscine ou poney, hein, c'est vous qui voyez.
En tout cas, voilà. Donc, ça fait autant envoyer une notification vers 19h15, par exemple, quand on a un retour au calme et qu'on est en mesure de pouvoir répondre correctement aux notifications. Bon, je vais maintenant laisser la parole à Vincent pour vous donner un exemple bien concret d'expérience personnalisée à l'aide de l'IA. Merci Pierre. Effectivement, on a eu la chance de travailler sur un service qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Donc ce service, il s'appelle Phoebe. C'est un coach qui vise à donner un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors c'est quoi le principe de Phoebe? Si vous êtes utilisateur dans votre entreprise de la solution Microsoft, vous avez peut-être vu Viva Inside. Donc c'est une solution qui permet d'avoir des informations sur vos activités bureautiques, combien de mails vous envoyez, combien de réunions, et qui vous donne un certain nombre de conseils. Alors nous, on a repris ce principe-là, puisque ces API, elles sont publiques, mais on a essayé d'adapter et de donner la spécificité du mobile et d'enrichir ces informations-là avec des données notamment de géolocalisation. On va savoir si, évidemment, tout ça est fait en fonction de l'accord de l'utilisateur avec le partage des données, mais on va savoir si vous travaillez de chez vous ou au travail, enfin, depuis votre bureau, et donc typiquement on va dire constatez par exemple que quand vous êtes chez vous, vous avez tendance à avoir plus de réunions ou moins de réunions. Et puis au-delà de la géolocalisation, on va aussi tirer parti des données qu'on a de plus en plus dans les smartphones, soit par le smartphone directement, soit par on va dire les différents objets connectés comme les montres. On a des informations de santé ou d'activité physique, le nombre de pas, la qualité du sommeil, le niveau de stress. Et donc, quand on croise ces données, on va dire dites santé, avec des données plutôt de travail, on peut avoir des éléments intéressants qui sont des tendances. On va par exemple constater que quand vous êtes en télétravail, vous faites beaucoup moins de pas quand vous êtes au bureau, et donc on va constater que quand vous faites des réunions tardives, votre sommeil est moins bon. Et donc l'objectif de ce service, qui s'appuie sur OpenAI d'un point de vue IA, c'est de capter les données, de les croiser et de détecter des tendances grâce à l'IA, et ensuite de vous donner des conseils. On va vous dire, si vous êtes en télétravail, pensez par exemple à faire une réunion qui est pas très importante en marchant autour de chez vous, comme ça vous pourrez faire de l'activité physique. Donc toutes ces recommandations, elles sont basées aussi sur des bases de données scientifiques. Donc on voit très bien, alors c'est un exemple, il y en aura beaucoup d'autres, mais que quand on tire parti des capacités des OS et des capteurs des terminaux, on peut vraiment enrichir grandement les services déjà très riches qu'on peut avoir sur l'IA. Et on aurait pas mal d'enseignements à partager. Mon associé Gilles Grosset pourrait vous en dire beaucoup sur le réglage de l'IA. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas, on voit que ce type de service est amené à se développer dans l'avenir. Et le dernier petit point qu'on peut noter aussi, c'est que grâce à l'IA, on a défini un modèle de sollicitation de notification qui s'adapte au contexte utilisateur. On va pas envoyer des notifications de manière uniforme à tous les utilisateurs, mais on va voir la façon dont ils interagissent avec l'application. On va pouvoir régler les moments d'interaction avec les utilisateurs. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui va beaucoup se développer à l'avenir, le réglage et la personnalisation des notifications en fonction des comportements des utilisateurs. Alors, on a partagé avec vous l'ensemble de ces enjeux majeurs. On aurait pu en passer beaucoup plus de temps, mais évidemment, le temps est compté. On va maintenant essayer de vous donner des pistes pour répondre au mieux à ces enjeux. La première piste, finalement, c'est se rassurer en disant qu'il y a des choses qui sont immuables dans le monde, dans l'écosystème mobile. Et cette slide, j'aurais probablement pu la partager avec vous il y a 10 ans. Il y a des choses intangibles dans l'univers mobile. La première, c'est que faire une application, vous devez le voir dans vos entreprises, c'est exigeant. Une application, c'est des coûts de développement, des coûts de maintenance, puisque les OS évoluent. Ce sont des compétences particulières pour les concevoir, mais aussi les marketer. Et donc, il faut avant tout, et je pense que c'est la première règle
c'est celle d'ailleurs que donne Apple dans ses guidelines, c'est challenger la pertinence d'avoir une application, d'avoir plusieurs applications. Il faut vraiment que cette application, elle apporte une réelle plus-value par rapport au site web. Donc ça, c'est vraiment le premier élément important, c'est d'être sûr qu'on a les moyens de faire une application et d'être sûr qu'elle a un intérêt et une raison d'être. Les autres règles d'or, elles sont, je dirais, liées à l'écosystème très prégnant des acteurs Apple et Google dans les mobiles, ils donnent un petit peu l'exemple avec des applications natives déjà installées dans les smartphones quand vous les lancez. Et donc, il faut que vos applications à vous s'inspirent des guidelines UX de ces applications. Excusez-moi. Et puis, il faut évidemment suivre les évolutions du marché, notamment les évolutions des OS. Chaque année, ça va venir dans quelques semaines, une nouvelle version des OS arrive avec des nouveautés, qu'elles soient design, technologiques, servicielles. Et donc, il faut avoir une application au goût du jour, au risque qu'elle soit moins disante que celle de vos concurrents. Et puis, il y a toujours cet équilibre, ce savant équilibre à trouver entre faire quelque chose de spécifique qui tire parti de l'OS, des capteurs qui sont intégrés dans les terminaux, mais tout en gardant une cohérence d'expérience avec le web. Je dis souvent que quand on a un service de self-care, notamment sur application et sur web, il faut qu'on puisse faire à peu près les mêmes choses entre le web et les applications, puisque c'est très agréable pour l'utilisateur de plus savoir où aller pour faire telle ou telle demande. Voilà, donc des articulations évidemment à trouver pour bien promouvoir et marketer vos applications avec le web. Donc toutes ces règles-là, finalement, on voit qu'année après année, elles sont toujours valables. Et je pense que la première recommandation, c'est vraiment de challenger le choix et la pertinence de son application. Et nous, on dit souvent, même si notre métier, c'est de faire des applications mobiles, qu'il vaut mieux un très bon site web bien optimisé pour les smartphones qu'une application mobile médiocre. Ce d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'une application, c'est aussi une place de marché. Ce sont des utilisateurs qui postent des avis, qui mettent des notes. Donc, si votre application n'est pas qualitative, d'une part, elle va probablement décevoir ses utilisateurs, mais surtout, ceux-ci vont pouvoir peut-être se plaindre, mettre des mauvaises notes, des avis négatifs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent sur le web. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir une application qui est qualitative que si elle ne l'est pas, vous avez aussi un déficit d'image qui est associé. Donc ça, ce sont les choses qui changent pas, on va dire, et qui vont pas changer malgré l'IA, malgré le nouvel écosystème réglementaire. Ces éléments-là vont rester en place. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je pense que la priorité chez l'ensemble des éditeurs d'applications, c'est d'expérimenter l'IA pour les utilisateurs. Alors pourquoi? Parce que il y a quand même une courbe d'apprentissage. Nous, on a beaucoup appris avec le projet Phoebe dont je vous parlais. On a appris d'un point de vue expérience utilisateur, comment finalement faire face avant que les puces soient très puissantes, comment faire face aux problématiques de performance, de temps de réponse de l'IA. Ça nécessite d'adapter son expérience utilisateur. Il faut aussi adapter les choix technologiques, prendre ceux pertinents du moment, sachant que peut-être demain ils seront remis en cause. Nous, quand on a commencé le projet, on travaillait sur la version 3.5 de GPT. Ensuite, on avait pas mal de limitations. Finalement, la version 4 est arrivée. Elle a amené beaucoup de choses. Elle a aussi amené certaines régressions, en tout cas des ajustements à faire. Donc, on voit que quand on se lance dans cette démarche, il faut être très agile, pouvoir changer et puis évidemment pouvoir adapter et notamment lutter contre les hallucinations qui peuvent se produire avec l'IA. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, on pense que c'est important de se lancer au plus tôt possible dans l'IA parce que vos équipes vont apprendre, vont expérimenter et puis elles vont aussi faire face à cette question de la privacy qui est très importante, on l'a dit.
Il faut évidemment être très transparent sur ces sujets-là et puis garder le maximum de données en local quand c'est possible. Donc voilà, nous on vous invite vraiment à expérimenter, même sur des services, des fonctionnalités un petit peu annexes, mais on pense que c'est très important d'intégrer l'IA dans les processus projet parce que vous allez voir qu'ils vont changer, notamment la recette d'une application avec de l'IA, c'est pas tout à fait pareil. Faut en avoir conscience, donc c'est très important de s'y mettre dès à présent. On a aussi, bien sûr, quand on développe des applications mobiles, la question qu'on nous pose très souvent, c'est la question de la technologie de développement. Alors ça, c'est un vieux débat. On a schématiquement deux options quand on développe une application mobile. Le choix de faire du développement dit natif, ce sont les langages et les technologies officiellement supportés par iOS et Android, donc Swift et Kotlin. Qui nécessite donc de faire un développement pour chaque plateforme. On le disait tout à l'heure, le fait de devoir multiplier les développements pour une application, c'est évidemment un frein. Et donc, même s'il n'y a plus que 2 OS aujourd'hui sur le marché pour l'instant, on a vu fleurir ces dernières années plusieurs solutions de technologie dites cross-platform, donc qui permettent de développer une seule fois et d'adresser à la fois iOS et Android, en tout cas une partie d'iOS Android, ça dépend du niveau des technologies. Donc, il y a Kotlin Multiplatform qui existe, qui permet d'adresser en partie des développements communs, mais on reste avec aussi du travail spécifique sur la partie UI. Et puis, il y a les deux technologies les plus populaires aujourd'hui, React Native et Flutter, qui là remplissent vraiment la promesse en grande partie d'avoir un développement commun pour les deux OS. Alors, on nous demande souvent, c'est quoi la meilleure solution? Eh ben, il n'y en a pas dans l'absolu, puisque il y a un certain nombre de critères qui permettent de décider quelle est la bonne solution pour un éditeur. Ça va dépendre évidemment des fonctionnalités que vous souhaitez développer. Est-ce qu'elles utilisent ou pas fortement les OS? Ça va dépendre des devices que vous souhaitez cibler. Si vous voulez faire du Vision Pro, la tvOS et du smartphone, il faudra peut-être faire du natif sur iOS, mais si vous ne souhaitez pas avoir autant de diversité, peut-être que cross-platform est une bonne solution. Est-ce que vous souhaitez développer ces applications en interne? Quelles compétences vous avez? Quel est votre budget, bien sûr? Et puis, quel est le parc existant? Si vous avez un parc d'applications important avec du legacy, peut-être que les choix et les recommandations ne seront pas les mêmes. Et puis également, quelle prise de risque vous voulez avoir par rapport à des frameworks comme React Native et Flutter qui, comme tout framework, peuvent se démoder à un moment donné, même si ça fait déjà un petit moment qu'ils sont présents. Donc, il y a pas mal de choix possibles aujourd'hui. Et il y a notamment des choix hybrides. On peut avoir une approche qui est pas forcément que native ou que cross-platform, mais qui mélange les deux. Donc, je dirais que la principale enseignement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis que la réalité d'un jour n'est peut-être pas forcément la même le lendemain. Donc, il faut régulièrement revisiter ses choix en fonction de ces critères pour faire la bonne stratégie technologique. Au-delà du choix de la technologie de développement, il faut se donner une véritable stratégie technique avec plusieurs objectifs, des objectifs qui sont des objectifs de vélocité, aller plus vite dans un environnement très concurrentiel. Alors les PWA, c'est une alternative effectivement aux applications. Il faut être un petit peu prudent avec les PWA puisque il y a quelques semaines, Apple a temporairement interdit les PWA quand il y a eu effectivement des changements réglementaires. Donc finalement ils les ont rétablis après un tollé, mais c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Les PWA, c'est finalement un site web optimisé particulièrement, et donc ça peut être une bonne réponse si vous n'avez pas un besoin d'avoir une application. Et une PWA, ça peut peut-être répondre à vos enjeux sans la complexité d'avoir à gérer des applications. Donc pour revenir à la partie stratégie technique, pour avoir deux enjeux, enfin même trois enjeux, un enjeu de vélocité par rapport à un contexte concurrentiel
qui évolue beaucoup. Un enjeu aussi de cohérence, si vous avez plusieurs applications ou même si vous avez une application qui est assez importante, avoir une cohérence dans les designs et dans les parcours, c'est important. Et puis également, bien sûr, une exigence de qualité de service de plus en plus forte, hein, puisque les applications sont de plus en plus majoritaires en termes d'usage. Donc pour tout ça, on a aujourd'hui beaucoup de solutions. Pour mutualiser, on peut avoir une approche design system, hein, donc cette approche d'avoir des composants qu'on peut réutiliser d'un écran à l'autre, voire d'une application à l'autre. Donc ça permet d'aller plus vite et puis d'avoir une meilleure cohérence au sein d'une application ou entre applications. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, mais qu'on invite vraiment à réaliser pour gagner cette cohérence et cette vélocité. On peut aller aussi plus loin quand notamment on a plusieurs applications dans son parc, d'avoir des modules qui sont partagés entre les applications par exemple, un module d'authentification. Et donc d'avoir une cohérence et un design système commun, ça aide aussi à avoir cette cohérence fonctionnelle. C'est de plus en plus mis en place, notamment dans des entreprises qui mettent en œuvre des mobile ou des digital factories, donc qui permettent de mutualiser le développement entre plusieurs applications. On peut, dans certains cas aussi, maintenant avoir des développements qui sont mutualisés entre le site web et les applications. Alors, il faut être prudent avec ça parce que ça a pas mal de contraintes, mais dans certains cas, ça peut être une bonne réponse. Et puis surtout, on a depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant, de vrais outils industriels pour améliorer la qualité de service et la qualité des développements, que ce soit des outils de qualité de code comme Sonar, des outils de monitoring de la qualité de service, des outils aussi pour fiabiliser la sécurité des applications. Donc aujourd'hui, on a vraiment les moyens, les pratiques de mettre en place des solutions qui permettent à la fois d'aller plus vite et d'améliorer la fiabilité et la qualité de l'application. Donc ça nécessite de mettre en place une stratégie technique, de s'y tenir et évidemment de la faire évoluer au gré des évolutions de vos applications. Évidemment, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle pour vos utilisateurs et en termes de services, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager nos métiers sans l'apport et la révolution que vont amener les différentes intelligences artificielles dans les différents processus. On le voit déjà, hein, je pense que si vous travaillez avec des designers, vous voyez comment Midjourney change leur quotidien. Également en termes de recherche utilisateur, on voit que des personas sont créés via des intelligences artificielles et puis sont même interrogés par des IA. Ça peut parfois un petit peu peur, mais je dirais que dans le développement également, on a de plus en plus d'outils qui permettent d'accélérer ou de fiabiliser des développements, notamment GitHub Copilot, hein, qui va permettre aux développeurs de gagner du temps, de faire plus vite. On a toujours le fantasme d'avoir des projets totalement développés par l'IA. Honnêtement, on en est encore assez loin, mais en tout cas, on peut avoir des améliorations significatives dans le développement, également dans la qualité pour suivre la qualité et notamment les tests unitaires ou automatisés ont de plus en plus s'appuyer sur des solutions IA pour détecter les failles de sécurité et puis également pour traquer les signaux faibles en termes d'analytics, voire peut-être, c'est parfois un petit peu compliqué, hein, ça reste un des axes de progrès en général, le suivi de la performance des applications, que ce soit d'un point de vue qualité de service ou d'un point de vue performance UX. Probablement que les IA vont permettre de détecter, on constate que sur tel type d'utilisateur, vous avez tel type de performance et donc de mieux optimiser les solutions en fonction des différents contextes utilisateurs. Donc nous, on est persuadé qu'il faut, et probablement que vous le faites déjà, mais mettre en place et tester ces nouvelles solutions, même s'il faut avoir évidemment un recul par rapport à celle-ci, avec un enjeu très important, on le sait, de confidentialité. On voit chez pas mal de clients l'interdiction de ces outils pour l'instant, mais il y a des solutions comme Dust notamment qui permettent d'avoir un meilleur contrôle des données qui vont
qui vont être utilisés par ces outils. Donc, à n'en pas douter, nos métiers vont être complètement bouleversés. Je pense qu'on n'en a pas encore tout à fait conscience et il faut dès à présent s'y mettre pour gagner en qualité et en vélocité. Voilà sur les recommandations. On arrive au bout de ce webinaire et nous sommes évidemment disponibles pour répondre à des questions ou creuser certains sujets qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer de manière suffisante à vos yeux. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour encore quelques minutes pour répondre à vos questions ou vos commentaires. Ne soyez pas timide. N'hésitez pas à interagir dans le chat, donc qui est à droite, là, en bas à droite. Par les PWA, on n'a pas d'autres questions. Non, toujours pas de questions. J'espère qu'on a été clair. N'hésitez pas en tout cas hors séance à nous contacter. Vous avez dans le support nos mails. Donc si vous avez des points que vous souhaitez approfondir ou des questions ou des interrogations, quelles qu'elles soient, Pierre et moi, on sera un plaisir d'y répondre. Bon, on va partir du principe que tout était suffisamment clair, donc n'hésitez pas à nous recontacter au besoin. On se fera effectivement un plaisir de vous répondre. Je propose qu'on clore la session. Merci. Merci à vous.